Merci de regarder Derrière là, nous avons beaucoup de plaisir à accueillir Corentin Follen, qui est photographe, photoreporter, qui nous offre Haïti. C'est un ouvrage exceptionnel. Nous avons évoqué sa motivation, son histoire et sa volonté d'oser de raconter Haïti avec d'autres mots, avec d'autres images, pas nécessairement les clichés. Il essaie de casser les clichés. Il va et pose les bonnes questions et raconte la cohabitation parfois dans des images captées sur le vif, de la poésie et de l'absurdité. Vous évoquez aussi la bourgeoisie. La bourgeoisie haïtienne intéresse pour une raison simple, c'est qu'il y a un contraste frappant entre opulence et pauvreté. Vous vous intéressez à cette bourgeoisie. Pourquoi ? Alors tout d'abord, pour raconter qu'elle existe. C'est-à-dire qu'une fois de plus, dans ma volonté de casser cette image misérabiliste d'Haïti, je cherche toujours à montrer le contrepoint. Et le contrepoint le plus flagrant, effectivement, c'est parler de ces richesses et de ces riches, de ces familles qui ont une certaine richesse. Non pas pour les critiquer, les stigmatiser ou pour dénoncer, mais juste pour dire Haïti, comme tous les pays, assez pauvre, mais aussi assez riche. Et c'est important. Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que Haïti ne serait différent des autres pays ? C'est aussi toujours pour raconter qu'Haïti, finalement, est peut-être un pays comme les autres. Ensuite, c'est pour raconter un petit peu d'où vient cette bourgeoisie, toute l'histoire, toujours revenir à l'histoire d'Haïti, depuis la décolonisation, les descendants des mulâtres, l'immigration, et comment, effectivement, s'est installé et s'est construit les rouages de l'économie, la complexité de cette économie, qui effectivement, on dit souvent que 80% des richesses est détenue par 3% des Haïtiens, et donc mettre un peu le doigt toujours sur ces problématiques, voilà. Et puis parler aussi tout simplement que cette richesse, qu'Haïti a aussi enrichi des gens, enrichi des étrangers, avec, depuis Christophe Colomb, depuis la colonisation par les Espagnols, puis très vite les Français, mais aussi les Haïtiens. Je pense qu'il y a, voilà, certains, on peut faire du business en Haïti et on peut aussi créer une Pas d'interrogation sur la responsabilité de cette bourgeoisie par rapport à la situation du pays ? Oui, je pose l'interrogation. Alors, je ne les mets pas, loin de moi, de les cibler comme étant les principaux responsables. Je pense que tous les Haïtiens sont responsables aussi de leur pays, pas plus les riches que les pauvres. Mais effectivement, je les mets un peu devant leurs responsabilités, puisque effectivement, comme ils ont les moyens en fait de relancer peut-être une certaine économie ou de voilà. Et je pose aussi l'égalité des richesses et la redistribution. L'égalité et la redistribution. Une autre thématique, c'est le tourisme humanitaire. Là, vous êtes plus ou moins dans la dénonciation de certains abus. Complètement. Pourquoi ? Alors, c'est une forme d'humanitaire que j'ai rencontrée. Je voyais en fait à l'arrière des tap-tap ou des pick-up, ces blancs avec tous le même t-shirt, avec le même logo d'une ONG. Et au bout d'un moment, je me suis demandé, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez particulier qui dénotait par rapport à la plupart des organisations dites sérieuses. Et donc j'en ai suivi 3 et j'ai passé du temps avec elles et je me suis rendu compte en fait de ce système de volontariat où alors ce sont uniquement de ce que j'ai vu des ONG évangélistes américaines et qui font venir chaque semaine, pendant toute l'année, un groupe de 15-20 personnes qui débarquent et qui viennent faire entre guillemets de l'humanitaire pendant une semaine. Et c'est tout un système que j'ai découvert, qui brasse déjà énormément d'argent. Donc je pose la question, à quoi sert l'argent, où va l'argent, effectivement, et il y a le peu de contrôle de l'État sur ces ONG. Je montre aussi comment on peut faire un peu ce qu'on veut en Haïti. Et surtout l'absurdité de ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils vont distribuer des bonbons dans une école, ils vont aider à porter des seaux d'eau, ils vont surtout en fait faire beaucoup de photos souvenirs, faire des câlins aux enfants dans les quartiers pauvres. Et ils viennent plutôt se faire plaisir et se sentir utile que d'être utile. Aller voir la misère quelque part serait thérapeutique ? Peut-être pour eux, mais en tout cas pas pour les Haïtiens. Ouais. Et donc c'est ça qui me dérange. Ouais. Je pense qu'on ne peut pas faire n'importe quoi en Haïti, et surtout avec la misère. Et je pense que la misère n'est pas un jeu et n'est pas un terrain d'expérimentation. Et tout le souci en Haïti... Déficit de dignité dans l'exercice ? Ouais, il y a un vrai problème de dignité humaine. Je pense que ces personnes viennent de bonne foi. J'ai discuté avec elles et on sent vraiment une sorte de
d'engagement de leur part, mais très naïve. Et surtout, moi j'ai vu aussi, et eux n'ont peut-être pas remarqué, mais les réactions des Haïtiens sur le terrain. Parfois ils se prenaient des insultes, ils sont obligés de se déplacer dans des tables grillagées. Ça montre qu'il y a eu aussi parfois des rejets. Et en fait, et les Haïtiens ne sont pas un peuple dupe. Ils ont conscience un peu de cette utilisation qu'on vient faire en Haïti. Et je pense, enfin, c'est tout à fait normal, il y a un rejet de plus en plus virulent contre ces organisations, parce qu'à partir du moment où ils voient que leur situation, leur pays ne change pas, ils se disent mais où va l'argent, qu'est-ce qu'on fait avec notre image ou avec notre pays. La religion ou les religions ici. Alors j'aborde les religions ou les croyances, que ce soit le vaudou, le catholicisme, le protestantisme. Je raconte un peu comment le vaudou à la base est fondateur d'Haïti. Depuis la cérémonie de Bois Caïman et le soulèvement des esclaves, et l'importance, l'omniprésence de la foi en Haïti. Une foi qui est parfois constructrice et parfois destructrice. Et je montre un peu aussi les guerres de clochers entre les catholiques, les évangélistes, et aussi la manière dont le vaudou, qui est pourtant, je pense, important culturellement, socialement dans le pays, comment aussi parfois elle est montrée du doigt comme étant un peu la religion du diable, ostracisée. Ouais. Et je raconte un peu, mais je montre aussi cette énergie, cette vitalité, une fois de plus. Mon travail, même quand je pointe du doigt, c'est pas pour détruire, au contraire, c'est pour montrer un peu cette vivacité. Ouais. Cette vivacité. Votre travail s'inscrit aussi, je ne dirais pas dans la continuité, mais quelque part, il y a Paolo Woods et Arnaud Robert qui ont fait un travail pour capter ce que vous captez aussi. Vous êtes au courant de ce travail? Oui, bien sûr. C'est un travail que j'ai découvert il y a quelques années, un très bon travail que j'ai admiré. Eux, ils ont mis l'accent plus sur l'absence de l'État, d'où le titre de leur livre, l'État. Et on a parfois, avec Paolo Woods et Arnaud Robert, Vous bifurquez parfois. On bifurque et parfois on se rejoint, évidemment, parce que quand on raconte toute la complexité d'un pays, effectivement, on se rejoint sur certains domaines. Peut-être la différence dans la forme, Paolo Woods a plus traité avec des portraits. C'est beaucoup de rencontres avec des Haïtiens ou des expatriés. Et moi, j'ai plutôt montré une sorte de naturel du quotidien ou de ce qui pouvait se passer. Un dernier chapitre, c'est l'ingérence pratiquement, c'est l'ingérence de Christophe Colomb à Bill Clinton, s'il faut faire ce grand écart. Vous évoquez aussi cette thématique-là dans le livre. On l'aborde avec vous avant de rentrer dans les photographies et de parler un petit peu plus aux photographes et parler vous laisser parler aux photographes qui vont certainement regarder cette émission. L'ingérence de la de Christophe Colomb, pardonnez-moi, vous évoquez la MINUSTAH, Christophe Colomb à Bill Clinton. Alors je conclue mon livre avec effectivement l'ingérence étrangère qui pour moi est effectivement, quand on voit toute l'histoire d'Haïti et jusqu'à maintenant et peut-être malheureusement encore dans les années à venir, la manière dont Haïti, ce petit pays pauvre que tout le monde résume comme un petit pays pauvre, presque anodin, en fait a toujours fasciné les étrangers, les puissances étrangères. Et ce pays de pauvreté, en fait, a toujours été un pays d'une grande richesse. Et quand Christophe Colomb débarque, juste après les Bahamas, il découvre les Amériques et il débarque en Haïti, déjà, il est fasciné par l'île d'Haïti. Il construit la première base, son premier fort. Et quand il rentre en Espagne, il annonce à la reine qu'il a découvert un pays merveilleux, plein de richesses, en or notamment. Voilà, donc je retrace un peu rapidement ce parcours et comment, effectivement, Haïti aussi a enrichi la France quand Haïti était une colonie. Elle a enrichi tout le littoral entre Nantes, La Rochelle et Bordeaux. Il y a une logique qui a traversé les siècles, c'est celle consistant à venir et à dépouiller Haïti. D'une certaine manière, complètement, oui. Oui, bien sûr. Et qui continue, pour moi, malheureusement, avec peut-être d'autres formes d'ingérence, d'autres formes de colonisation, par effectivement l'ultra-présence des humanitaires. Je pense que quand on appelle Haïti la République des ONG, c'est quand même fort de sens. Haïti, les Clinton et Haïti sur les lèvres de Donald Trump pendant la campagne. Ça dit beaucoup de choses, hein? Oui. On attend de voir ce que Donald Trump va faire ou ne pas faire par rapport à Haïti. Mais je pense que les Américains, je parle aussi, comment les Américains
quand ils ont occupé 15 ans au début du XXe siècle, ils sont venus pendant 15 ans occuper Haïti, ils sont repartis avec des conséquences quand même assez fortes. Et puis cette proximité géostratégique intéressante, j'essaie de poser pourquoi est-ce que Haïti fascine autant les étrangers, alors qu'on est tout le temps en train de montrer ce pays comme finalement peu d'intérêt. Et donc j'essaie de dire, mais en fait non, ce pays est fascinant pour tout le monde, et notamment pour les puissances étrangères. James Noël a préfacé votre ouvrage. Jean-Marie Théodat, le géographe, a apporté aussi une contribution, a posé son regard sur votre travail. C'est de la valeur ajoutée tout ça à Haïti? J'ai voulu que les Haïtiens s'expriment aussi dans mon livre, ne pas juste avoir le regard d'un étranger. Pour vous, c'est une valeur ajoutée? Pour moi, c'est extrêmement important. J'ai voulu qu'un poète haïtien comme James Noël, avec la renommée qu'il a, mette ces mots, mette ce que je ne pouvais pas palper, capter en photographie, c'est-à-dire la poésie, les phrases, les mots. Et donc, voilà, il l'a accepté avec grand plaisir et je le remercie. Donc, il introduit un peu le livre. Et je voulais aussi avoir le point de vue voilà, de Jean-Marie Théodat, personne que j'ai rencontré en 2010 et on est devenus amis depuis, on est resté en contact. Et je voulais aussi qu'il ait son analyse sur mon travail et sur les thématiques que j'aborde. Mais là, rapidement, les photographies, les clichés, là, c'est votre premier... Alors ça, c'est la seule photo où on voit un peu le cliché d'Haïti, et c'est la photo qui a introduit mon livre. Ensuite, on s'éloigne complètement, donc là on est dans la Grande Rue, et c'est une photo que j'ai faite en 2010. Donc je pose en fait ma découverte d'Haïti avec effectivement la situation juste après le tremblement de terre, et ensuite je pars sur d'autres horizons. Là c'est le village Lumane Casimir. Et donc là on est vraiment dans la thématique de la reconstruction, et je montre un petit peu les projets qui ont été faits. Et puis ensuite, on peut aller voir sur d'autres images. C'est un cliché frappant, c'est un enfant qui va à l'école. Ce sont les images volées au quotidien? Ça, je dis pas voler, je dis emprunter. Parce que j'ai pas envie d'être un voleur de plus en Haïti. J'espère ne pas être un voleur de plus. Bon, on s'accorde sur le verbe. Parce que j'espère rendre Haïti quand même... c'est rendu, c'est bien rendu. Voilà. Donc ça, c'est Tôle Rouge. Oui, les fameux tôles rouges du Champ de Mars notamment. Là, si vous n'expliquez pas ça, personne ne comprendra. Alors je l'explique à la fin du livre, dans les légendes, effectivement, je reviens et j'explique l'expression tôle rouge. Voilà, et je montre d'un coup, là, on est dans un palais complètement somptueux. C'est la Cour de cassation. La Cour de cassation. Voilà, mais en même temps, je parle aussi comment le chantier a été complexe, émaillé de problématiques. Voilà, puis alors, je m'éloigne un peu, je passe quand même par l'humanitaire, parce qu'effectivement, au début, j'aborde un peu la reconstruction, l'humanitaire, des thèmes liés au tremblement de terre, et puis peu à peu, je vais m'éloigner avec le tourisme. C'est le tourisme humanitaire. Alors ça, c'est le tourisme humanitaire, effectivement. À gauche, j'ai listé le nom de toutes les ONG qui utilisent Haïti comme... voilà, et je montre un peu ce face-à-face entre les Haïtiens et les étrangers, notamment américains. Moi, je trouve cette image, par exemple, est flagrante, comme elle résume aussi cette petite fille qui sort, elle est dans un orphelinat, et elle découvre ces trois grands adultes en train de jouer, et alors qu'on devrait s'attendre à l'inverse. C'est plutôt... Et en fait, ça résume bien aussi pour la raison pour laquelle le contraste est frappant. C'est l'émotion, c'est l'expression qu'il y a sur le visage de l'enfant qui montre... Ouais, je pense que cette petite fille elle représente un peu la plupart des Haïtiens. Ils s'y posent la question, mais qui sont ces Blancs qui viennent un peu chez moi? Bon, voilà. Et là, dans le tourisme, on commence un peu à s'éloigner, on découvre un peu la beauté de certains paysages. Je montre une photo de la citadelle de la Ferrière, le patrimoine historique, effectivement. Là, c'est l'Abadie. L'Abadie, qui est une station balnéaire qui est visitée par 700 000 touristes chaque année. Exactement. Et ça, peu de gens le savent. Alors après, on peut être critique aussi là-dessus, mais je montre aussi, voilà, ça c'est le patrimoine historique. Exactement. Là, c'est sans souci. Ouais. Donc c'est une superbe contribution. Là, je ne vais pas vendre toutes les images. En signature, jeudi à la Pléiade, c'est à 3 heures 3 heures, à 3 heures. 3 heures. C'est à quel prix? $35. $35 américains. C'est une œuvre intéressante. Maintenant, ma dernière question. Cette photo-là. Oui.
Vous dites que ça résume votre projet, ça résume le livre. C'est l'énergie, c'est la beauté, c'est la force, l'espoir, l'envie de vivre. C'est ce que je vis au quotidien quand je rencontre les Haïtiens. Pour moi, c'est ça. C'est la joie, alors peut-être pas le bonheur, évidemment, il ne faut pas être naïf. Je connais les problématiques du quotidien des Haïtiens. Mais au-delà de cette douleur, pour moi, même dans la douleur, il y a toujours cette joie de vivre, cette énergie folle et créatrice et qui porte en fait, et qui a depuis longtemps, depuis toujours, porté les Haïtiens et qui fait que Haïti est ce qu'elle est actuellement, avec ses difficultés, mais aussi avec ses ambitions. Corentin Follen, merci en pile. La prochaine fois, on a fait interview en créole, mais on soit d'accord. Je vais essayer. Ah ben voilà. Merci en pile. Merci, le plaisir a été pour moi. Haïti, superbe travail, merci pour cette contribution. Le public appréciera, le public découvrira, le public critiquera parce que ça aussi, ça permet de faire avancer, de permettre aux photographes de progresser. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous servir. Rendez-vous, on l'autre fois, à Deviguen sous Flavia, Kimbered, Palaki.